L'homme. Alors je vais commencer par l'homme. Donc l'homme, il est habité par un doute. Il est habité par un doute relatif à sa force. Et il se demande, est-ce que je suis fort? Est-ce que je suis capable? C'est la peur de l'échec. L'homme, il a peur d'échouer. Du coup, cette peur de l'échec a une conséquence dramatique sur sa vie, c'est que cette peur de l'échec le tétanise. Et pour éviter de se trouver en situation où on pourrait lui dire « Eh ben oui, t'as échoué, eh ben oui, t'es un blaireau, t'es un nul, t'es un baltringue », eh ben, il se cache et ça le rend lâche. Cette lâcheté, en fait, lui permet de se soustraire à cette question, qui est une question primordiale, qui est une question essentielle, qui grandit dès son plus jeune âge. Et c'est notamment le père qui va tuer ce doute en confirmant le garçon dans sa masculinité, en lui confirmant qu'il est fort, en lui confirmant qu'il est ce qu'il est, et que ce qui vit dans son cœur, l'aspiration, ses désirs profonds, eh ben, ils sont bons, hein, simplement parce que ce sont des désirs profonds qui animent tout enfant, tout garçon. Cette lâcheté provoque chez l'homme son retrait et engendre une forme d'imposture, puisqu'en fait l'homme il va se cacher derrière une apparence mondaine, bien sous toutes les coutures. Donc quand il est avec ses amis, c'est « Ah ouais, ma femme, oh, c'est génial, tout se passe bien, c'est extraordinaire ». Au boulot, tout va bien au boulot, c'est génial, c'est extraordinaire, vraiment je suis un champion du monde. Et en fait, c'est un gros mensonge, parce qu'il est, comme tout être humain, une personne vulnérable, blessée, et ça fait partie de sa nature. Et en fait, c'est très sain et c'est très bon. C'est même une disposition importante pour entrer en relation avec les autres. Puisque, vous le savez, il n'y a pas de relation authentique sans vulnérabilité. Il n'y a pas de relation authentique sans vulnérabilité. Et l'homme, dans sa posture d'imposture, où il se présente comme étant quelqu'un de parfait sous toutes les coutures, parce qu'il ne veut pas qu'on dise de lui que c'est un baltringue, qu'il n'est pas doué, qu'il échoue, etc. Eh bien, il s'isole. Et cet isolement, c'est comme sa grotte. Il croit que c'est un refuge, mais en fait, ça lui fait un mal terrible, parce que dans cet isolement, il renonce à sa vocation. Il renonce à sa mission de vie, qui est une mission de croissance, de fécondité, de place. Chaque homme a une place, hein, toute femme également a une place, mais ne prenant pas sa place, il ne remplit pas sa mission dans le monde. Et cette place-là, il va la trouver dans la relation avec sa femme, il va également la trouver dans une relation avec le travail, dans la relation à la société, dans la relation avec le monde social et sociétal. En se soustrayant à sa place, il laisse faire tout ce qu'il critique à longueur de journée, mais éloigné de l'action réelle. Donc au cœur de l'homme, caché sous cette peur de passer pour un baltringue, en fait, il y a des désirs profonds, des désirs qu'on cherche à réveiller, hein, qu'on cherche à faire exploser comme un peu une bouteille d'eau minérale qu'on décapsule. Voilà, que les gars ils fassent pchit et ils se mettent à vivre vraiment. Il y a beaucoup d'hommes qui survivent, mais peu vivent vraiment. Et en fait, au cœur de l'homme, il y a 3 désirs essentiels, 3 désirs profonds. Un premier désir, c'est un désir de combattre. Alors aujourd'hui, combattre, c'est un peu bizarre comme désir, hein, c'est pas bien. On reviendra dessus. Et un deuxième désir, qui est un désir d'aventure. C'est pareil, l'aventure, c'est les risques, oh là là, on n'aime pas. Et puis un troisième désir, qui est celui de la conquête de la beauté. Donc je vais passer ces 3 désirs. Le premier désir, c'est un désir de combattre. Et en fait, dans la nature, toutes les créatures, toutes les espèces luttent. Que ce soit les plantes, hein, si vous plantez 2 arbres l'un à côté de l'autre, ils vont pousser plus vite que s'il n'y en a qu'un seul. Parce qu'ils vont aller chercher la lumière le plus vite possible. Il y a une forme de compétition. Ça, on le trouve chez les plantes, on le trouve chez les animaux de manière bien plus évidente, avec les animaux dans la chaîne alimentaire, qui se croquent les uns les autres, et puis au sein des mêmes espèces, il y a des conflits et des combats, voilà. Et en fait, la nature, elle est bonne, on le voit bien en écologie. On cherche à revenir à l'écologie,
mais on a extrait l'homme de cette écologie, ce qui n'a pas beaucoup de sens finalement. Et donc le combat, il est bon. Ce qui n'est pas bon, ce qui peut ne pas être bon, c'est la cause pour laquelle on combat. Mais combattre pour une noble cause, c'est beau et c'est bon, et le monde en a besoin. Combattre en 1939 contre les fascistes, être résistant, c'est une noble cause. Et donc c'est un combat qui est bon et qui est juste. Combattre en étant un islamiste terroriste, on se pose même pas la question. Et quand on est à l'opposé de la résistance en 1939, quand on est fasciste, on combat, mais pour une cause qui avilit, qui réduit, qui casse l'humain. Voilà. Et en fait, la vraie question, c'est pas la question du combat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà. Non, le combat, il est bon en soi. S'il n'y avait pas de combattants qui nous ont libérés en 1945, quoi ? On fait quoi ? En fait, sans combattre, on se soumet aux forces de domination et aux forces du mal, puisqu'on va essayer de discerner le bien et le mal. Et en fait, la vraie question, elle est sur la cause de mon combat, de ma lutte. Et là, on s'appuie au sein de l'association Au cœur des hommes sur des écrits de Paul Louis Landsberg, qui est un Allemand résistant, juif, converti, qui meurt en camp de concentration, puisque lui, en 1937, il est allemand, il écrit sur le régime fasciste, et il décrit la cause comme étant quelque chose à toujours parfaire, et dans laquelle il faut garder une certaine distance pour ne pas devenir stupide avec la cause. Et on l'a vu avec l'embrigadement. Et ça, c'est toujours une vraie source de discernement, puisque la cause d'un combat est issue d'une recherche de la vérité. Et c'est ce qui nous rend très sensibles également des philosophes grecs, dont la philosophie, le principe, c'est de chercher la vérité. Voilà, donc le combat, il est bon, il faut savoir quel combat livrer. Mais un chevalier qui met sa force au service de l'amour, et ben en fait, on a tous cet esprit chevaleresque au cœur. Tous les hommes ont ça au cœur. Et c'est très beau. Et dans nos camps ACDH, au cœur des hommes, on invite les hommes à explorer les espaces qui les touchent pour qu'ils se mettent en marche et qu'ils livrent les combats qui doivent être menés. Alors il ne s'agit pas forcément de prendre son bâton et d'aller taper sur tout le monde, mais s'impliquer en politique, s'impliquer dans des associations humanitaires, s'impliquer avec les pauvres dans leur quartier, et ben ce sont des vrais combats. C'est des combats qui transforment de l'intérieur et qui permettent de perfectionner la cause qu'on souhaite défendre, de grandir soi-même, puisqu'en fait on éprouve ses désirs, on développe ses désirs, on discerne mieux quelle est notre véritable place, et en fait progressivement on découvre sa place, sa mission, sa vocation. Et travailler pour une cause, c'est aussi garder une distance avec cette cause pour la perfectionner, pour l'améliorer. On n'est pas dans une cause dont on est soumis en fait. On doit toujours avoir cette distance pour la dominer, la cause, éventuellement arrêter la cause quand elle n'a plus lieu d'être, ou la perfectionner, l'améliorer, la corriger. Voilà. Le deuxième désir profond qui est vraiment ancré au cœur de l'homme, c'est un désir d'aventure. L'aventure, c'est d'aller vers l'inconnu. C'est d'aller vers des terres inconnues. Alors aujourd'hui, les terres inconnues, il n'y en a plus. Par contre, des espaces d'inconnus, des espaces sortis de la zone de confort, il y en a partout. Et l'inconnu, c'est de prendre des risques pour oser agir quelque part, aller découvrir un autre monde, s'enrichir à travers ça. Et en fait, cette aventure, c'est une aventure de vie, donc il ne s'agit pas de l'aventure avec les femmes, bien sûr. C'est une aventure de découverte d'un environnement inconnu. Et en fait, à travers cette aventure, c'est soi-même qu'on trouve. Et pour partir à l'aventure, eh bien, en fait, il faut oser. Et l'aventure, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour sauver telle tribu ou tel secteur. Les aventures, elles commencent chez nous, dans notre état de vie, avec notre femme, notre famille, notre quartier. Il y a tellement de choses à faire là où on est qu'il y a besoin d'énergie et de ressources et d'engagement dans l'aventure pour pouvoir grandir. Le troisième désir profond,
qui est au cœur de l'homme, et non des moindres, c'est la conquête de la belle. Alors la conquête de la belle, on pourrait dire que c'est quelque chose de complètement dépassé. Néanmoins, tout homme a à cœur de conquérir la beauté. Le cœur de l'homme, il est attiré par la beauté. Et c'est bon. Comme le combat est bon, l'aventure est bonne, la conquête de la beauté, c'est beau. Et c'est bon. Hein, comme le disent les philosophes, bon, beau et vrai, comme dit Platon. Et en fait, il est attiré assez naturellement par la beauté, qui s'inscrit particulièrement dans la femme. Et c'est d'abord une conquête de son cœur qu'il cherche à avoir. Il y a beaucoup de désordre aujourd'hui parce que cette conquête, on voit par exemple que quand on regarde les sites de rencontres sans lendemain, quel drame humain ça représente. La conquête de la belle, c'est d'aller chercher. Dans la conquête, il y a une forme de conquête, hein, donc un peu une lutte, un combat, parce que c'est pas facile pour un homme de conquérir une belle et de conquérir sa femme. Puisque forcément, tout ce qui a de la valeur se paye. Donc si vous avez de la valeur, c'est normal qu'il y ait de la résistance. Et aux hommes, c'est normal de se prendre des râteaux. Un homme marié, il va se prendre des râteaux toute sa vie. Et ce n'est pas une raison pour arrêter de conquérir sa femme. Ce n'est pas une raison pour s'arrêter de conquérir sa femme et s'asseoir dans le canapé et attendre que le train passe. Du coup, on a à la fois ce désir profond et cette grande appréhension, hein, qui est notre lâcheté, hein, dont on parlait au début, de ne pas livrer combat, de ne pas partir à l'aventure, de ne pas conquérir la belle, puisqu'on va risquer de se prendre un non. Voilà, et ce non, c'est la réponse à notre doute profond. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es assez fort? Est-ce que? Et si la réponse est non, eh ben ça nous fait mal. Oui, ça nous fait mal. Il n'y a pas à tortiller. Moi, quand je me prends un râteau par ma femme, ça me fait mal. Voilà. Mais je ne connais pas d'hommes qui ne sont pas pris de râteau par leur femme. C'est normal. Et en fait, c'est bon. Parce que nous, ça nous remet à notre place et ça nous oblige, ça nous invite ou ça nous oblige à conquérir notre femme de manière raisonnée et intelligente et d'y aller, par exemple, progressivement. Nombre d'hommes qui imaginent qu'ils vont trouver leur femme et hop, et ça, elles vont sauter au lit tout de suite, c'est juste pas possible ça. Hein, la sexualité de l'homme est très spontanée, la sexualité de la femme est très enfouie. Ils sont tous les deux autant sexués, hein. Il n'y a pas un qui est plus sexué que l'autre, la femme soi-disant ne serait pas sexuée, non. Tous les deux, on est autant sexués. Par contre, à l'homme dont la sexualité est spontanée, d'aller progressivement éveiller celle de la femme, et ça commence, hein, le premier organe sexuel de la femme, c'est son oreille, par la parole. Nous, on est un peu on a un peu de mal à parler, on est peu dans le verbe, etc. Et ben, pour nous, ça nous oblige de faire un effort. Et cet effort est bon parce qu'il nous fait grandir. Et la relation va passer de l'oreille, progressivement, à une relation de tendresse, pour arriver à une relation plus sensuelle, donc dans nos sens, y compris le toucher. Et le toucher, ça commence progressivement aussi, en commençant, comme dit ma femme, par les extrémités. Voilà. Et en fait, de suivre un cheminement, ça montre un grand respect pour la femme. Et la femme, du coup, se sentant respectée, elle va s'ouvrir progressivement pour accueillir. Ce qui est sa vocation, et elle a ses doutes elle aussi, donc c'est pas facile pour elle. Et on la comprend, puisque l'accueil dans la sexualité de la part de la femme implique une grande vulnérabilité. Et c'est pas facile. Donc voilà ces trois désirs, combattre, l'aventure, la belle. Et en fait, je m'appuie beaucoup sur une définition de la virilité d'Emmanuel Mounier, qui est le fondateur du courant philosophique qui est le personnalisme, qui est vraiment un courant de pensée pour aujourd'hui, qui met la personne au cœur. Et il dit la virilité, c'est la maîtrise consciente et la tension vers l'impossible. Alors la maîtrise consciente, c'est la capacité à l'acte libre, c'est la capacité à poser des actes raisonnés et libres. Des actes conscients. Donc ça invite l'homme
d'être toujours sur une ligne de crête, à travailler la conscience de soi en permanence pour être présent au réel, à maintenant, à l'ici et maintenant. Le seul moyen, le seul endroit où il peut agir, c'est ici et maintenant. Hein. Du coup, cette maîtrise consciente invite l'homme à développer cette force, hein, c'est comme une musculation de présence au réel. Et la tension vers l'impossible, eh bien, c'est une espèce de ligne de crête sur laquelle on doit se trouver, qui est très difficile à tenir, qui est une ligne de crête entre la force et la douceur. Et en fait, c'est être fort avec les grands et doux avec les petits. Et parfois, c'est les deux à la fois. Et bien, c'est pas facile. Et c'est à ça qu'on est appelé. Du coup, la maîtrise consciente nous permet de parvenir à unifier les deux et à vivre les deux conjointement. Et parfois, je vais donner ma force et parfois, je vais donner ma douceur. Si je ne suis pas conscient de là où je suis, c'est peine perdue. Et se coller à cette définition de la virilité d'Emmanuel Mounier, ça implique d'être en vérité avec soi-même et d'aller visiter sa blessure. Hein. Et c'est ce qu'on fait dans nos stages expérientiels au cœur des hommes. On va visiter la blessure puisque c'est un passage obligé pour être en vérité avec soi-même. Hein. Je veux bien être fort, mais j'ai aussi ma part de vulnérabilité. Et c'est l'alliance des deux qui crée un être unifié. On ne peut pas être que fort ou on ne peut pas être que dans la blessure, c'est pas possible. Hein. Mais par contre, il s'agit d'être conscient de l'un et de l'autre pour associer les deux et vivre sur cette ligne de crête. La femme, quant à elle, a un autre doute. Quand le doute de l'homme, c'est sur sa force, le doute de la femme, c'est sur sa valeur. Et la question de la femme, la question archaïque, anthropologique de la femme, c'est est-ce que je vaux le coup? Est-ce qu'un homme va se battre pour moi? Alors c'est pas facile, puisque ça la met dans une situation de dépendance. Et être dépendant, c'est assez désagréable. Hein? Du coup, pour éviter, comme l'homme a son réflexe de lâcheté, il se retire pour éviter de se trouver en face de la réponse non, éventuelle, non, t'es pas fort. La femme, pour éviter de se trouver en face de la réponse, eh ben, elle occupe le terrain. Comme ça, il n'y a pas de champ de possible pour lui dire éventuellement ah non, t'as pas de valeur. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, mais c'est son doute. Du coup, eh ben, elle prend le contrôle. Quand je fais des conférences aux hommes, j'ai fait ça cet été, où je demandais aux hommes, avant d'aller parler aux femmes, qu'est-ce que vous aimeriez que je leur dise? Ils m'ont tous dit, ah, quelle lâche prise! Voilà. Et ça, c'est une réponse universelle. Alors j'ai beaucoup fait rire les femmes après avec ça, mais c'est assez universel finalement, et puis c'est normal, et puis il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, de la même manière que l'homme essaie d'être conscient de sa peur pour lutter contre, parce qu'en fait ça le sort de sa place, et bien la femme de la même manière, il faut qu'elle soit consciente de sa peur pour lutter contre, parce que sans quoi ça la sort de sa place. Et dès qu'on n'est plus dans notre lit, comme une rivière sort de son lit, eh ben, on n'est pas heureux, comme le gâteau d'un moule. Si on sort le gâteau du moule, bah, il s'étend, ou il se déforme. Voilà. Et en fait, c'est très bon d'être à sa place. Et être à sa place, en l'occurrence, dans la relation homme-femme, bah, ça permet à l'homme de reprendre sa place et à la femme de reprendre sa place. Si l'homme fait un mouvement pour reprendre sa place, ça va aider la femme pour qu'elle reprenne sa place également, pour que les deux soient à la juste place. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de contrôle de la part des femmes, ou un manque de lâcher prise. On parle beaucoup de charge mentale de la femme. C'est très compliqué aujourd'hui, je pense, hein, d'être une femme. Il faut tout aligner, surtout quand les enfants sont petits. Il faut aller bosser, il faut s'occuper des enfants, il faut être en forme, il faut être belle, il faut sortir le soir. Enfin, c'est très compliqué. Et à côté de ça, on a l'homme. Bah, lui, il ne sait pas très bien quoi faire. Il a un peu l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine, où il est là, s'il bouge quelque chose, eh ben, ça va mal se passer, et il ne fera jamais aussi bien que sa femme à la maison. Donc quand il va passer l'éponge, lui, typiquement, bah, ça sera mal fait. Et la femme ne sera pas contente. Néanmoins, si la femme manifeste à l'homme que c'est pas bien fait, bah, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner dans son canapé. Du coup, il y a une dimension d'acceptation qu'il est importante de travailler, de l'imperfection. Ben, il y a un niveau d'exigence qui est différent. L'homme est également un peu plus simple. Et en fait, la simplicité simplifie et ça fait du bien à tout le monde. Du coup, chacun a ses talents, ses qualités
Et il ne s'agit pas de les regarder dans un esprit de rancune pour se dire gna gna gna, t'as pas fait ce qu'il fallait, etc. Mais c'est plutôt une curiosité envers l'autre pour comprendre, tiens, il n'a pas fait comme je l'aurais fait, c'est intéressant. Voilà, plutôt que de se dire oh là là, c'est pas bien, que ce soit l'homme ou la femme. Hein. Alors, comment on fait au milieu de tout ça? En fait, je crois que chacun est appelé à prendre sa juste place. Ni trop, ni pas assez, mais prendre sa place. Hein? Pas de lâcheté et de démission de la part de l'homme. Donc ça implique le développement d'un certain courage. Donc là, on va parler de vertu, d'une certaine maîtrise de soi pour savoir où on est, sans parler des autres vertus. Et puis pour la femme, eh ben, ça va être de se mettre dans une disposition d'accueil, d'acceptation de cette dimension de la vulnérabilité qui est propre à sa nature même physique, hein, d'accueil. Et en fait, moi je suis convaincu que la nature est vraiment alignée sur la sexualité. Tout ce qui est théorie du genre, c'est des choses qui sont complètement dépassées. Même les fondateurs de ces théories-là se sont reniés, mais la machine est emballée, donc on continue sans discernement. Et aujourd'hui, on a des politiques qui, soit par paresse intellectuelle, soit méconnaissance, soit peut-être calcul électoral, ne prennent pas leur place et ne mettent pas de holà. Il n'y a aucun apport sur cette question pourtant essentielle de la distinction entre l'homme et la femme. Et en fait ça, on va en payer les pots cassés, puisque la nature va reprendre ses droits. Hein, on le voit en écologie. Et l'homme humain, homme et femme, eh ben, reprendra ses droits tôt ou tard. Donc en conclusion, je voulais préciser que, évidemment, toute personne humaine cherche à faire le bien. Toute personne humaine cherche à faire du mieux qu'il peut, du mieux possible. On n'y arrive pas, je suis le premier à ne pas y arriver, mais mon envie, mon désir profond, c'est de faire le bien. Et je pense que dans la relation homme-femme, il y a vraiment cette sensibilité à essayer de faire le bien, à malheureusement se rendre compte qu'on n'y arrive pas. Et en fait, je pense que ça nous invite, hommes et femmes, à une grande vulnérabilité, un grand accueil et une grande confiance mutuelle. Et cette confiance, c'est vraiment ce sentiment que l'autre a une disposition à essayer de bien faire, même s'il se vautre, même si elle se vautre, c'est pas grave. Donc ça implique une capacité au pardon. Il me semble que l'essentiel dans une relation homme-femme, d'hommes et de femmes mariés qui ont une vie commune, c'est vraiment une capacité à pardonner. On ne manquera pas d'occasion de faire du mal à sa femme ou à son mari. C'est notre nature qui veut ça, c'est pas bien grave. Par contre, la clé, elle est vraiment dans cette disposition de service, hein, de position basse vis-à-vis de l'autre, où la réussite d'un couple, c'est vraiment quand les deux se reconnaissent vulnérables, fragiles, faillibles, imparfaits, et offrent ce qu'ils sont et essaient ensemble de grandir ensemble. Voilà. Merci beaucoup.